Sauf changement de dernière minute, au soir du 18 août prochain, le colonel Assimi Goïta sera à sa 4e année à la tête du Mali. Suite à un coup de force, le colonel Goïta a engagé son pays dans une période d'exception temporaire qui semble aujourd'hui s'éterniser. Focus dans cette édition de Grand 7 sur Bamako, englué dans une lutte contre le terrorisme qui peine aujourd'hui à convaincre non plus seulement la communauté internationale, mais aussi l'opinion publique, l'opinion nationale. Alors, Paulela est l'invité de votre magazine de l'information. Il est financier et panafricaniste. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir. Le monde bouge, l'Afrique encore plus. Voyons ce qui s'y est passé tout au long de cette semaine. Vous l'avez compris, c'est l'instant Round-Up. Bonjour et bienvenue au Round-Up de l'actualité de la semaine. Cette semaine au Cameroun, le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarka Tangna a annoncé la baisse des prix du riz. Dans un communiqué signé cette semaine, il a précisé que la mesure fait suite à l'arrivée d'une partie des 190 000 tonnes négociées avec l'Inde. Une décision qui va soulager les ménages camerounais en proie à la vie chère. Et toujours cette semaine, pour des mesures de sécurité, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a donné un délai de 60 jours aux opérateurs de téléphonie mobile afin que ceux-ci puissent procéder à l'identification de tous les numéros dans les régions en crise. Selon le membre du gouvernement, ces puces non identifiées servent généralement aux terroristes pour entrer en contact avec les familles des victimes pour réclamer des rançons. Cette semaine en religion, la communauté musulmane du Cameroun a célébré la fête de Ramadan. Se repentir et abandonner la vie pécheresse, c'est la quintessence du sermon fait à Douala par l'imam Moussa de la mosquée Ali bin Chouyab dans le 4e arrondissement de la ville. Les fidèles musulmans ont envahi les lieux de prière et ont promis de s'engager à poursuivre les enseignements appris tout au long de ce mois de jeûne. En Afrique, principalement au Gabon, après une brève interruption due à la fête justement de la célébration de fin de Ramadan, le Gabon a repris le cours de son dialogue national. Les 676 participants planchent sur l'avenir du Gabon dans tous les secteurs après la transition. Parmi les participants, les Gabonais de la diaspora qui ont été invités par les militaires au pouvoir, ils veulent aussi participer à l'œuvre de construction du pays à travers des propositions et des revendications. Et au Mali, les autorités de transition ont suspendu les activités des partis politiques et associations politiques. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, a annoncé la nouvelle cette semaine. Il a justifié cette décision par des raisons politiques et sécuritaires. Cette semaine, le président de transition gabonais Brice Oligui Nguema s'est rendu en Côte d'Ivoire. Accompagné de son épouse Zita Oligui Nguema, le général est arrivé pour une visite de travail de 48 heures qui a été riche en discussions et en échanges bilatéraux avec son homologue Alassane Ouattara. En Afrique du Sud, cette semaine, bonne nouvelle pour l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, qui sera finalement candidat aux élections législatives prévues à la fin du mois de mai, en dépit d'une condamnation à la prison en 2021 qui avait motivé une décision de la commission électorale de l'exclure du scrutin. Au Togo, les élections législatives reportées se tiendront finalement le 29 avril. La présidence togolaise l'a annoncé cette semaine. Elle devait avoir lieu le 20 avril, mais avait été reportée afin de mener des consultations sur la nouvelle constitution.
Et au Kenya, suite au mouvement d'humeur qui dure depuis un mois dans le pays, un hôpital public de la capitale Nairobi a licencié 100 de ses agents qui ont pris part à ces manifestations. L'information a été révélée cette semaine par la direction de l'hôpital. Et en sport, cette semaine a été marquée par la signature de contrat du nouveau staff technique des Lions indomptables du Cameroun. Le technicien de nationalité belge Marc Brice est donc officiellement sélectionneur de l'équipe masculine de football senior du Cameroun. Quelques jours après sa désignation par le ministre des Sports et de l'Éducation civique, il a signé son contrat et c'est un acte qui ouvre une nouvelle ère à la sélection nationale de football. Triste nouvelle pour les Lions du handball du Cameroun. Par contre, vice-championne de handball de la dernière CAN au Sénégal, l'équipe ne participera pas au tournoi de qualification olympique à Hongrie. Et pour cause, le non-respect par la sélection nationale des formalités administratives. Elles ont aussitôt été remplacées par la Grande-Bretagne. Et voilà qui aura fait l'actualité sur le continent africain cette semaine. À bientôt. Merci Marie-Van Dongo pour ce round-up de l'actualité de la semaine. Je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau Paul Ella, financier et panafricaniste. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour Madame Melengui Audrey, c'est un plaisir de retrouver votre plateau et j'espère qu'ensemble nous allons pouvoir édifier du mieux qu'on le peut vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Merci. On met le cap sur Bamako avant de commencer notre échange. Bamako, où des voix s'élèvent contre une nouvelle décision des autorités de transition maliennes. Regardez. Serait-ce une nouvelle mesure visant à restreindre les libertés et les velléités de contestation du pouvoir? En tout cas, c'est ce que pense l'ensemble des partis politiques et associations à caractère politique suspendus jusqu'à nouvel ordre par les autorités maliennes. À la suite de cette suspension, la Haute Autorité de la Communication a, dans un communiqué, invité tous les médias à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. L'institution ne précise pas à quoi s'exposeraient les médias qui contreviendraient. La mesure fait grand bruit dans le pays. La suspension est jugée brutale et, pour de nombreux interlocuteurs, celle-ci est illégale, violant la constitution malienne. Alors que l'opinion s'offusque face à cette nouvelle actualité, le mot « dictature » est lancé à l'encontre des autorités militaires de transition. Celle-ci, quant à elle, justifie cette décision par la volonté de maintenir l'ordre public, mais surtout la tenue d'un dialogue inter-malien. Un nouvel imbroglio autour de ces militaires au pouvoir, faisant l'objet de toutes sortes de critiques. Ceux-ci devaient, selon les recommandations faites par la CEDEAO, céder la gestion du pays à des civils le 26 mars dernier. Alors, Paul Ella, elle est bien lointaine, l'époque ou la période où la seule évocation du nom du général Assimi Goïta était évoquée et qu'elle mettait en transe tout le Mali. Mais non, elle n'est pas loin. Le président de la transition malienne, Assimi Goïta, est en place. Il fait ce qu'il a à faire. Et ce n'est pas très important qu'un président soit populaire ou impopulaire aux yeux du monde ou de l'Occident. Ce qui est important, c'est ce qu'il mène comme combat et conformément à un cahier de charge bien précis et ce qu'il fait pour la stabilité de son pays. Donc, le président Assimi Goïta est évidemment décrié par ceux qui ont des raisons de ne pas le voir mener à bout son projet de stabilisation et de sécurisation totale du Mali. Et il est plébiscité par tous ceux qui comprennent les fondements de son action. La période de transition amorcée au lendemain du coup de force au Mali, pour être précise, le 26 mars 2020, ne s'est-elle pas trop éternisée? La question ne devrait pas se poser en ces termes, parce que, voyez-vous, il ne faudrait pas faire de la notion de démocratie ou bien l'idée qu'on se fait de la démocratie, qui est en réalité une idée importée et imposée par
des officines qui n'ont rien à voir avec les intérêts des Africains, et notamment dans le cas échéant du Mali, il faudrait se poser la question en termes de légitimité de ceux qui dirigent le pays actuellement au Mali. Il faudrait se poser la question de savoir si les actes qu'ils posent vont dans le sens de l'intérêt du Mali, dans le sens de la souveraineté du Mali, dans le sens du bien-être en réalité des populations et surtout de la pérennisation des institutions. Et il n'est pas possible, dans aucun pays au monde, de voir un dirigeant se précipiter dans des élections ou se précipiter au prétexte d'une certaine idée de la démocratie, au mépris en réalité. Vous pensez, excusez-moi, vous pensez que c'est se précipiter que de retourner le pouvoir aux civils? J'y arrive. Oui, mais les civils, je ne vois... C'est ce qui était prévu à la base. C'est ce qui était prévu, mais en réalité, un président et un dirigeant est jugé par rapport aux décisions qu'il prend. Un président de transition pour le cas d'espèce. Oui, mais il reste le dirigeant. Donc le dirigeant d'un pays, tout dirigeant d'un pays n'est pas jugé par rapport à ce qui était prévu, mais il est jugé par rapport à la pertinence des ajustements du fait des contingences à un moment donné. Ça veut dire que si vous avez prévu dans tous les contrats d'ailleurs, même d'un point de vue professionnel, vous avez toujours des cas de force majeure. On vous dit, ceci est prévu, sauf cas de force majeure, ça veut dire tout ce qui échappe à la volonté des partis. Donc, il se trouve que l'objectif principal, il ne faut pas l'oublier, l'objectif principal du gouvernement de transition à la tête duquel se trouve donc Assimi Goïta depuis 2021 était et reste encore de sécuriser totalement le Mali, qui depuis 2012 est en proie à une guerre, en réalité, menée et incitée par les terroristes, qui plus est à la suite de la déstabilisation de la Libye en 2011. Et donc, il n'est pas possible, et vous vous rappelez quand même qu'il y a eu une série d'instabilités et de coups d'État au Mali, et que le coup d'État de 2021 qui s'est fait à la suite de celui qui a porté Mbandao et Mokhtar Wan à la tête de l'État après la chute de Ibrahim Boubacar Keïta. Il était question, je le répète, de sécuriser le Mali qui s'est vu coupé par le Nord avec des attaques terroristes, notamment incitées par l'Azawad, parce que l'objectif de l'agenda caché de ceux qui ont intérêt à voir la partition du Mali effective, c'est justement de déstabiliser ce pays et de continuer à le piller. Il est donc question de le sécuriser et la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que le Mali est sécurisé? C'est non. Est-ce qu'il y a des avancées notables depuis que le gouvernement de transition dirigé par Assimi Goïta a pris les rênes? Oui, puisque aujourd'hui, il y a une bonne partie du nord du Mali qui est sécurisé, des territoires qui sont récupérés, et tant que ce processus n'est pas totalement achevé, il n'y a pas de raison de parler de transition ou alors de remise. Donc on récapitule. Tant que l'agenda du régime d'Assimi Goïta n'est pas arrivé à son terme, le Mali restera sous un régime de transition. Tant que la mission qui est assignée par les populations. Je vous rappelle, j'étais au Mali personnellement en 2021 et où j'ai fait d'ailleurs une intervention publique lors des manifestations du 22 septembre, donc de la date de l'indépendance du Mali. Vous pouvez voir à quel point moi j'ai touché du doigt l'adhésion des populations maliennes à la politique du gouvernement d'Assimi Goïta. Ils sont déterminés à mettre fin à toute forme d'ingérence extérieure et à la souveraineté totale du Mali. C'est ça qui les préoccupe en réalité. Et donc, brandir, non, il faut redonner le pouvoir aux civils. D'ailleurs, je ne sais pas où c'est écrit que ce sont les civils qui dirigent mieux que les militaires. Il n'est pas dit que ce soit forcément les militaires qui soient meilleurs, mais il n'y a aucun texte, il n'y a aucune loi.
il est écrit où que ce sont les militaires qui dirigent. Non, mais c'est pour ça que je dis bien que ce n'est pas pour autant que je dirais que ce ne sont que les militaires qui doivent diriger. On connaît, non, mais je le dis parce que certains prennent pour prétexte la place des militaires n'est pas au pouvoir, mais on connaît des militaires qui ont fait un super travail dans leur pays. Vous voulez qu'on parle du Ghana et de Jerry Rawlings qui a restauré la stabilité de son pays. Vous voulez qu'on parle de Cuba avec Fidel Castro qui était un militaire. Vous voulez qu'on parle de Kadhafi avant qu'il ne soit assassiné, qui avait le pays le plus prospère au monde, le plus stable. C'était un militaire qui est arrivé par coup d'État. Quand on parle des élections et de la démocratie, il faut bien savoir que la notion de démocratie telle qu'on nous la vend ne se résume pas à l'alternance au pouvoir et ne se résume encore moins à des élections. Parce qu'on peut faire des élections, élection sur élection, selon un agenda prévu et être content et se frapper la poitrine en se disant on respecte l'agenda politique, mais ne pas faire le bonheur des populations parce qu'elles vivent dans la précarité ou l'insécurité. De toutes les façons, l'opinion malienne aujourd'hui, on va se le dire, divisée sur la fin de cette transition au Mali ne pourra plus s'exprimer car le débat, on l'a vu il y a quelques instants dans l'élément qui est passé, le débat est désormais interdit dans le pays. Alors, ce n'est pas en tant que tel le débat qui est interdit dans le pays. Ce qui se passe, c'est que les activités des partis politiques ont été suspendues, d'une part. Et le lendemain de cette décision des dirigeants maliens, il a été décidé que les médias n'avaient plus le droit de... Tout ce qui était couverture médiatique de l'activité des partis politiques était suspendu. C'est ce qu'on a vu. Mais c'est cohérent. C'est cohérent, je m'explique. C'est cohérent tout simplement pourquoi? Parce que si on dit que la transition tel que ça a été prévu en mars 2024 vers des civils n'a pas pour l'instant des raisons d'être pour des motifs sécuritaires, il est évident qu'on ne peut pas laisser libre cours à des activités des partis politiques pour la période concernée. Et il est bien dit jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que ce n'est pas ad vitam aeternam. Mais si on suspend l'activité des partis politiques pour des raisons sécuritaires, il est évident qu'il n'y a plus de raison pour les médias de couvrir une activité des partis politiques qui n'est plus existante pour l'instant. Et si, excusez-moi, et si on questionnait la pertinence de cette décision à l'heure actuelle? Je viens de vous le dire, je la trouve, selon les missions qui sont assignées au gouvernement de transition, dirigé par le colonel Assimi Goïta, c'est extrêmement pertinent. C'est cohérent. Je vous rappelle que dans tous les États, que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit dans tous les pays, soi-disant dits démocratiques, il y a toujours eu des mesures exceptionnelles et des suspensions des processus dits démocratiques ou politiques, mais ça n'a pas suscité les mêmes passions. Vous avez, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y avait des partis politiques? Est-ce qu'il y avait des activités politiques? Est-ce qu'il y avait des élections? Non. Dans des pays comme, et qui ne sont pas forcément en guerre, comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou ailleurs, on ne parle pas de démocratie, on ne parle pas d'élections, mais ça ne dérange pas les officines occidentales. Ça ne dérange pas la bien-pensance occidentale qui est très inspirée uniquement quand il s'agit de l'Afrique pour donner des leçons. Ce que je veux dire, c'est que ne nous soumettons pas au narratif de l'impérialisme occidental qui a pour objectif justement de soumettre l'Afrique de façon spécifique à tous ces desiderata pour mieux continuer à la dominer sous une forme de néocolonialisme. Ce que j'explique ici, c'est que à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Est-ce que la situation du Mali et des pays du Sahel en général est exceptionnelle? Oui. De facto, il faut prendre des mesures tout aussi exceptionnelles, sans dire normalement, voilà ce qu'on aurait dû faire, vous avez prévu ci, vous avez prévu ça. Il y a des cas de force majeure et le président Assimi Goïta et son gouvernement ont une mission qu'ils ont commencée depuis 2021, qu'ils mènent à bien, sinon ça se saurait. Évidemment, il y aura toujours quelques agitations. Vous aurez des opposants comme, comment il s'appelle, Omar Mariko. Vous aurez des opposants qui, de façon
assez certaines sont des pions manipulés par certains couloirs de la France-Afrique parce qu'elle veut que ce soit la France ou l'Occident en général, ils veulent continuer à maintenir cette hégémonie là auprès des pays africains. Donc on aura toujours des voix dissidentes et il ne s'agit pas de museler pour contredire, il s'agit d'éviter au maximum toutes les actions qui peuvent mener à déstabiliser le pays. Je vous rappelle quand même que le président de transition a été au moins une fois victime de tentatives de coup d'État. Et je vous rappelle également qu'on a pu observer un certain nombre d'actions au niveau de l'actualité, un certain nombre de situations qui visaient justement de l'extérieur à déstabiliser le régime en place. Et donc, il est naturel, il est normal, il est de bon ton que le gouvernement malien, du fait de la situation difficile qu'il traverse et surtout des passions qu'il suscite pour des intérêts qui sont tous sauf les intérêts des Maliens, il est normal de prendre des dispositions particulières. Et donc, ça s'inscrit dans cette logique. On a compris, hein, on a bien compris ce que vous avez dit, Paul. Et là, mais j'aimerais savoir, est-ce que il n'y aurait pas des revers au lendemain de cette décision, des conséquences au lendemain de cette décision, même si la sacro-sainte de la sécurité de l'État est mise en avant? Alors, les conséquences, en réalité, il faudrait rester vigilant. Rester vigilant, pourquoi? Parce que toute situation peut être exploitée d'une manière ou d'une autre, de la bonne ou de la mauvaise manière. Et le Mali, plus que jamais, est à un tournant de son histoire. Le Mali est en train d'écrire une nouvelle page, pas seulement pour les Maliens, mais pour l'Afrique et les peuples noirs en général. Parce qu'il faut bien se souvenir que le combat des dirigeants actuels du Mali, c'est un combat pour la souveraineté. Certaines mauvaises langues et certains esprits mal tournés ne vont y voir que la volonté des dirigeants de s'éterniser au pouvoir. Ce sont des humains, donc ils ne sont pas parfaits. Mais selon la situation actuelle du Mali et selon ce que nous ont montré les dirigeants actuels du Mali, il est tout à fait compréhensible qu'ils se prémunissent, qu'ils se mettent dans des dispositions de telle sorte qu'ils évitent toute forme de déstabilisation possible du pays. Alors, les conséquences. Mais les conséquences, pour ceux qui comprennent le combat qu'ils sont en train de mener, qui est un combat noble, celui de la souveraineté, le combat qu'ils sont en train de mener, pour ceux qui le comprennent, les conséquences ne peuvent pas être négatives. Parce qu'ils comprendront que ce qu'ils sont en train de faire s'inscrit dans une logique qui va dans l'intérêt des populations et du pays en général. Mais pour ceux qui ont d'autres agendas, cachés et non cachés, et qui ont pour objectif de déstabiliser le Mali, et qui sont des ennemis de l'intérieur qui ont pour relais ceux de l'extérieur, évidemment qu'ils vont tout faire pour créer des conséquences et dire, des conséquences donc négatives, s'entend, et dire, vous voyez, c'est à cause des décisions qui ont été prises. Évidemment, vous n'avez jamais même dans votre famille, dans votre boulot, dans tout ce que vous faites, personne ne fait jamais l'unanimité. Ça, c'est impossible. Mais il est important que les Africains, parce qu'il s'agit des Africains, arrêtent de se soumettre à un ordre qui leur est imposé d'ailleurs. Que les Africains arrêtent de considérer ce qui leur vient d'ailleurs comme étant une vérité absolue. On vous dit démocratie, on vous dit élection, on vous dit alternance. C'est très beau tout ça. Mais la vérité, c'est de se dire, on ne va pas suivre comme des petits chiots ce que les agendas en réalité, qui sont les agendas cachés de puissances extérieures. Mais Paul est là. Que fait-on donc? On a compris ce que vous venez de dire. Hein. Votre argumentaire me pousse à vous poser la question. Que fait-on des promesses faites au lendemain du coup de force? Est-ce que le retour à l'ordre constitutionnel en ce qui concerne le Mali, pour ne citer que cela, pour ne citer que ce pays pour l'instant, devrait être oublié? Un tas de questions comme ça qui me trottent à l'esprit. C'est quoi l'ordre constitutionnel? Retour à l'ordre constitutionnel, c'est... Alors, excusez-moi, mais ce n'est pas vous que je le dis à l'intention dessus parce que vous faites votre rôle de journaliste. Et le retour à l'ordre constitutionnel ne veut absolument rien dire.
Alors ça, je sais que ça choque, mais c'est à dessein. Ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi? Parce que la Constitution est écrite par qui? Par des hommes. La Constitution est faite pour qui? Pour les hommes. Les hommes avec grand H, donc le peuple. La Constitution est modifiée, est faite et modifiée au gré de l'évolution de la politique ou de la société d'un pays. Donc, l'ordre constitutionnel ne peut que s'appliquer dans la logique des intérêts suprêmes de la nation. Mais c'est pour vous avez des présidents qui se lèvent un matin et qui veulent s'éterniser au pouvoir et ils changent la Constitution. Et ils changent la Constitution selon leurs desiderata et dans le sens de leurs seuls intérêts personnels. C'est la Constitution. Mais un président peut se lever et dire désormais le mandat passe de 5 ou 7 ans à 10 ans. Ce sera la Constitution. Et je vous rappelle que ce qui est la loi n'est pas nécessairement dans l'intérêt des populations. Ça encore, ça va vous surprendre. Je vous rappelle qu'un petit fait historique, en 1685, vous avez connu ce qu'on a appelé le Code noir, sous Louis XIV, en France. Le Code noir, c'était la loi. Mais le Code noir faisait des esclaves des biens meubles. Ça veut dire que vous et moi, qui sommes des Africains, des Noirs, on était au même titre que la chaise sur laquelle vous êtes assise, donc on était moins que des animaux, des chiens, des chats. Ça, c'était la loi. Et il fallait la respecter. Est-ce pour autant que c'était une bonne loi? Non. Donc, il y a des lois qui peuvent être combattues et qui doivent être combattues lorsqu'elles vont dans le sens d'asservir et d'avilir et de paupériser les populations. Et la Constitution, c'est la loi suprême d'un pays. Mais elle est écrite à un moment où ce sont des humains, souvent à la tête du pays, qui sont à la solde d'autres intérêts et qui veulent faire prévaloir leurs intérêts personnels. Il arrive donc que, quand il y a de nouveaux dirigeants, qu'ils décident de revoir et de revisiter la Constitution, comme ça a été fait par exemple au Mali, et les promesses de transition telles qu'elles ont été faites et qui n'ont pas été respectées et qu'on décrit aujourd'hui par au niveau des autorités maliennes. Mais je viens de le dire, aucun contrat n'échappe aux clauses d'exceptionnalité, aux clauses je le disais tout à l'heure, de cas de force majeure. Aucun contrat. Il y a des forces. Je peux vous promettre quelque chose aujourd'hui. Je vous dis, écoutez, demain, je vous emmène faire des courses ou vous promener, ou alors on va... Parce que je pense qu'on est en saison sèche et subitement, il y a un orage et il y a une pluie torrentielle qui détruit même le magasin où on devait aller faire des courses. Vous allez me dire, Paul, vous n'avez pas tenu à votre promesse. Non, ça n'a pas de sens. Donc, un dirigeant digne de ce nom pose des actes pertinents et jugé comme tel lorsqu'il sait prendre la mesure de la situation et même si des engagements avaient été pris, il ne va pas s'entêter à tenir ses engagements contre vents et marées, surtout quand il s'agit de remettre en question les intérêts de la population. C'est très pertinent ce que vous venez de dire, mais il va sans dire que ces militaires sont arrivés au pouvoir en éclaireurs, en messie, j'ai bien envie de le dire, des personnes, des militaires qui, excusez la redondance, sont arrivés au pouvoir pour changer les choses. Et elles sont en train de changer. Changer les choses. Quand je parle de changer les choses, ça veut dire les politiques classiques, ces militaires arrivaient au pouvoir pour stabiliser le pays. C'était ça leur mission. La dynamique des politiques classiques pour revenir, excusez-moi, revenir avec un souffle nouveau. Sauf que on a la Guinée, on a le Mali. Il n'y a pas de fumée sans feu. L'opposition critique sans cesse ces militaires. Ne sommes-nous pas en droit de se demander est-ce que c'est véritablement ce dont ces pays avaient besoin, Paul-Ela? En tout cas, là, on parle du Mali, parce que là, vous parlez de la Guinée-Conakry. Ce sont des pays qui ont subi effectivement. Je fais le lien. Effectivement. Là, vous parlez de... Mais là, c'est pour vous dire que je vais me concentrer sur le Mali, parce que les cas se ressemblent, ne sont pas similaires. Alors, à votre question de savoir si ces pays avaient besoin de ça,
3 fois oui. 1000 fois même oui. D'accord. Le Mali avait urgemment, et comme beaucoup, sinon l'essentiel des pays d'Afrique, surtout subsaharienne, avait urgemment besoin de refonte totale. Parce que le Mali était en proie, pas seulement à l'insécurité physique, mais également à l'insécurité économique, l'insécurité alimentaire et tout ce que vous voulez. En tout cas, le Mali, comme d'autres pays africains, était dans un processus extrêmement avancé et accéléré de paupérisation des populations avec la complicité des ex-dirigeants maliens. Que ce soit Ibrahim Boubacar Keïta, son prédécesseur Amadou Toumani Touré, que ce soit Moussa Traoré, que ce soit Alpha Oumar Konaré, tous ces présidents étaient à la solde de l'Occident impérialiste qui avait fait du Mali, comme d'autres pays africains, leur réservoir de matières premières, leur grenier, et qui n'en avait cure des populations et de leur bien-être. Il était temps de restaurer non seulement la sécurité du pays, parce que je vous rappelle que le Mali avait été coupé en deux avec la proclamation stupide et hasardeuse de l'indépendance de l'Azawad, qui était constituée par trois des principales régions du Mali, au nord du Mali, Gao, Tombouctou et Kidal. Comme par hasard, un espace quand même de plus de 822 000 km². Donc la plus grande partie du Mali, qui a 1 million et quelques de kilomètres carrés. Et cette partie-là, avec les fameux accords d'Alger de 2015, qui était une supercherie, pour justement contribuer à la partition, à la balkanisation du Mali, pour l'affaiblir et exploiter le nord du Mali, qui est évidemment non seulement la partie la plus grande, mais la partie la plus riche en termes de ressources. Donc, le Mali était en proie à tous ces prédateurs, à tous ces prévaricateurs qui ne pouvaient plus continuer à prospérer de façon passive. Il se trouve donc que, de façon courageuse, le gouvernement d'Assimi Goïta a pris ses responsabilités en main, a commencé à vous demander si on voit des résultats sur le terrain. Évidemment que oui. Un certain nombre, les territoires occupés par les terroristes sont de moins en moins importants. L'armée malienne, légale donc, a récupéré bon nombre de ces territoires et continue de le faire. Il y a de moins en moins d'attentats terroristes. La zone du Sahel est de plus en plus sécurisée, surtout depuis que la farce, et ce n'est pas un lapsus, je ne vais pas parler de force, mais la farce Barkhane, qui a opéré au Mali, soi-disant pour venir sécuriser le Mali depuis 2013, a accentuer l'insécurité du Mali. Et vous avez vu de façon courageuse, le gouvernement d'Assimi Goïta a demandé le retrait pur et simple de cette farce-là, qui se faisait appeler Force Barkhane, et qui n'a fait que faire empirer la situation d'insécurité au Mali. Ils ont demandé le déguerpissement des soi-disant forces onusiennes qui occupaient tout un espace sur le territoire malien, mais qui en réalité n'avait aucun impact positif. Tous ces actes sont des actes de souveraineté qu'il faut soutenir et que tous les pays et les chefs d'État dignes de ce nom africain devraient suivre. Ils ont demandé il y a quelques temps, avant la suspension des médias les médias et des partis politiques qui fait l'objet de cette émission, ils avaient déjà demandé la suspension de certains médias français qui étaient de façon ostentatoire et de façon manifeste dans une logique de déstabilisation du pays par l'information. Ils ont pris des mesures extrêmement courageuses pour bien montrer la rupture totale avec l'hégémonie occidentale, et notamment française, et le pays ne peut que mieux se porter. Et on ne peut qu'être d'accord avec toutes les actions qui sont prises dans la même logique, à savoir sécuriser davantage le pays, rendre au Mali sa pleine souveraineté et prendre toutes les dispositions, fussent-elles draconiennes, fussent-elles décriées. Comme par exemple interdire les activités des associations et des partis politiques, par exemple. Ils ont interdit les activités officielles. C'est pour ça qu'ils ont interdit de ces partis politiques. Mais comment vous avez des activités de partis politiques quand on a suspendu et quand on a remis
une date, de façon sine-die, à une date sine-die, tout ce qui est élection. Parce qu'une activité d'un parti politique vise quand même... Les partis politiques ne sont pas, sauf si vous me prouvez le contraire, les partis politiques ne sont pas là pour le décor. Ça veut dire qu'ils ont un programme politique qui vise à se présenter à des élections et qui vise à porter leurs représentants à la tête du pays. Il se trouve que le président Assimi Goïta a suspendu, en tout cas, la date n'a pas été évoquée. La date n'a pas été, voilà, la date n'a pas été évoquée. Donc, ça n'empêche pas les partis et les associations de se préparer pour la fameuse date lorsqu'elle sera évoquée. Mais c'est provisoire, tout ça. On prend, je le dis encore, des dirigeants prennent des mesures, fussent-elles impopulaires aux yeux de ceux qui n'ont pas la lecture honnête, intellectuellement honnête. C'est ce que moi j'appelle, moi je considère ça comme tel. Si vous avez une lecture, pour toute personne qui a une lecture intellectuellement honnête des événements au Mali, de l'histoire du Mali, récente et lointaine, toute personne qui a ce raisonnement intellectuellement honnête va reconnaître que les mesures qui sont prises ne sont pas des mesures de dictature, encore que il y a bien des situations dans certains pays, des situations spéciales qui nécessitent qu'il y ait qui nécessitent qu'il y ait des décisions qui ne riment pas avec ce qu'on voudrait considérer comme étant la démocratie ou les droits de l'homme. Pendant le Covid, c'était de la dictature ou pas? Quand on a dit aux gens, et encore le Cameroun, c'était même très relax, mais je parle de la France, par exemple, qui s'érige en donneur de leçons et en réalité qui ne fait rien d'autre que de l'imposture, notamment en Afrique. Mais ça a été décidé de façon unilatérale, que personne ne bouge, personne ne sort, pour des raisons sécuritaires d'un point de vue sanitaire. Ce qui est incompréhensible, c'est que quand il s'agit de pays dont les dirigeants sont mieux que quiconque, à même de juger et de jauger la situation sécuritaire de leur pays, quand ils prennent des mesures conséquentes, elles sont décriées. Mais il y a eu des situations similaires dans l'histoire récente et lointaine de pays qui ont suspendu toute activité politique pour des raisons sécuritaires. Ça n'a choqué personne, en tout cas pas ceux qui s'érigent aujourd'hui en donneurs de leçons. De toutes les façons, les contestations, les différentes contestations des militaires au pouvoir par l'opinion publique, j'aimerais bien savoir, d'après vous, ne sont-elles pas à même d'accorder un tout petit peu de crédit à cette communauté internationale-là qui avait, jadis, exprimé ses craintes? C'est vrai qu'on a bien compris que, pour vous, c'est toute une farce. Alors moi, j'ai envie de... Je souris un peu, mais vous avez compris pourquoi je souris un peu. Si je vous demande c'est quoi la communauté internationale, vous aurez du mal à me répondre, et avec raison, et ce sera normal. Je suis habitué à ce que les panafricanistes sur ce plateau me posent la question. Oui, mais en fait, parce que la vérité, c'est que vous et moi, on aura du mal, avec raison, et ce ne sera pas un signe d'ignorance, mais oui. Et c'est bon signe que vous ne réussissez pas à le définir, parce que la notion de communauté internationale est une grosse farce qui est pensée, conçue et vendue selon le prisme déformant de ceux qui ont un agenda caché et même ouvert pour déstabiliser le monde et manipuler les populations. Quand vous entendez, quand ils vous disent la communauté internationale, quand ils sont allés déstabiliser la Libye, qui, je le rappelle, est à l'origine de la déstabilisation et de l'insécurité dans le Sahel, parce que ce sont les terroristes de Libye qui ont été les mercenaires que la France avait armés et commis pour aller déstabiliser et faire assassiner Kadhafi. Après la guerre, ces armes étaient en libre circulation et les terroristes étaient désœuvrés, ces mercenaires étaient désœuvrés, et ils ont déferlé partout au Sahel et ça a créé l'instabilité qu'on connaît aujourd'hui. Mais qu'on nous dise aujourd'hui que les élections, il faut absolument les faire alors que la déstabilisation de ces pays a été organisée et programmée. Quand ils ont causé la déstabilisation de la Libye et qu'ils sont allés bombarder jusqu'à tuer le Kadhafi, ils ont dit que c'était au nom de la communauté internationale. Mais ça ne dépassait pas 4 ou 5 pays. Il
Il y avait la France, il y avait l'Angleterre, il y avait les États-Unis, il y avait 1 ou 2 autres pays. Mais qu'est-ce qu'ils représentent en termes de territoire, en termes de population, en termes de richesse même, du sol, du sous-sol, en termes de valeur même d'opinion, ils ne représentent absolument rien. Mais ils s'arrogent le statut de communauté internationale comme pour dire, comme nous l'avons décidé, c'est ça qui va prévaloir. Donc, cette notion de communauté internationale, je la rejette avec la dernière énergie parce qu'elle est vide de sens. Et les critiques dont vous parlez, les opposants, évidemment, dans un environnement, je l'ai dit tout à l'heure dans cette émission, on ne peut pas faire l'unanimité. Même si vous êtes la personne la plus gentille du monde qui distribue des biens, de l'argent dans les rues, vous aurez toujours des ennemis qui vont penser que ce que vous faites a une autre connotation. Donc, c'est normal qu'il y ait des critiques. Mais à nous, Africains, aux Maliens d'abord, aux Africains ensuite, surtout, et au reste du monde enfin, de rester lucide et de ne pas se focaliser et se laisser, telles des éponges, absorber, ne pas se comporter comme des éponges qui absorbent tout et n'importe quoi du narratif néocolonial que nous vend l'Occident impérialiste. C'est juste ça. Évidemment, le président Assimi Goïta, ses collaborateurs, le gouvernement de transition malien, ils ne sont pas parfaits. Ils commettent des erreurs, comme tous les êtres humains, d'accord? Mais ce que je demande ici, c'est qu'on fasse la part des choses et qu'on ne se couche pas devant un narratif qui, en réalité, vise autre chose que l'intérêt des Africains. On va un peu laisser la communauté internationale pour parler de l'Afrique. Et il y a quelques heures, l'Union africaine a demandé à Bamako d'organiser dans de meilleurs délais les élections présidentielles pour permettre le retour des civils au pouvoir. Que peut l'Union africaine face à cette situation qui se présente comme une impasse, qui se présente désormais comme une impasse? Absolument rien. Pourquoi? Parce que l'Union africaine ne sert à rien. Alors, je vous le démontre quand vous voulez. L'Union africaine ne sert à rien. C'est une marionnette de l'Occident qui est financée à 80% par l'Union européenne, par les États-Unis, qui pose des actes à temps et à contre-temps, et surtout jamais dans l'intérêt des populations africaines. Quand on a imposé les poisons de vaccins du Covid en Afrique, l'Union africaine n'a pas bronché, alors qu'elle aurait pu dire qu'on a une pharmacopée africaine, on a des mesures locales, L'Union africaine, en réalité, c'est le petit chien douillet et doux, et surtout obéissant, de l'Occident. Donc, il n'y a rien à attendre de l'Union africaine. Récemment, il y a la CEDEAO, une autre organisation à la solde de l'impérialisme occidental, qui ne sert à rien, a menacé de faire la guerre à un pays frère, qui est le Niger. Où était l'Union africaine? Pendant la guerre en Ukraine, où on nous a dit les pays africains, s'ils ne se mobilisent pas, et si, vous vous rappelez, c'est une loi américaine votée par le Sénat américain en 2022, je pense, si mes souvenirs sont bons, non, en 2023, c'était en 2023, qui disait que les pays africains qui continueraient de mener des activités, en tout cas de rester en partenariat avec la Russie, seraient sanctionnés. Voilà, je paraphrase, mais c'était ça l'esprit de cet article. On n'a pas vu l'Union africaine se lever et dire « nos pays sont des pays souverains arrêtés ». En tout cas, on ne voit jamais l'Union africaine quand il faut qu'elle intervienne, et elle ne pose jamais les actes dignes de l'organisation panafricaine qu'elle prétend être. Donc l'Union africaine ne l'est que de nom, et en réalité, il n'y a rien à attendre d'elle qui aille dans le sens de l'intérêt et de la souveraineté des populations africaines. C'est compris, Paul Ella. Si l'Union africaine ne peut rien, comme vous venez de le dire, l'AES composée du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, peut-elle apporter des réponses aux maux des populations? Alors l'AES, il faut déjà rappeler que, comme vous l'avez dit, Niger, Mali, Burkina Faso, c'est trois pays qui ont exactement ou de façon très proche la même vision. C'est-à-dire qu'ils ont une vision très similaire. Ça veut dire, le mot, il faut bien comprendre, la base de tous ces pays-là
et qui devrait être la base, le fondement et la vision et le combat de tous les Africains, c'est souveraineté. Vraiment, il faut partir. Quand on parle de cette base, on comprend tout le reste après. C'est la souveraineté politique, la souveraineté économique, la souveraineté culturelle. Et vous allez voir que toutes les actions qui sont prises par ces trois pays vont dans le sens de la restauration de la souveraineté de ces pays-là. Alors, l'AES est salutaire pour l'Afrique, pas seulement pour les pays qui la composent, mais il faudrait que d'autres pays la retrouvent. Mais l'AES, en tant qu'organisation, a des priorités. Ils l'ont bien défini. Sécuriser le territoire, des priorités d'un point de vue des échanges économiques pour booster leur activité économique et le développement dans leur pays. C'est un brassage culturel, mettre ensemble nos cultures, nos expériences. En tout cas, l'AES, à la différence de l'Union africaine ou de la CEDEAO, n'est pas un instrument à la solde des puissances occidentales, c'est par les Africains, pour les Africains. Et donc, ils ne peuvent pas avoir une vision contraire de ce qui est décidé, parce que l'âme de l'AES, c'est la souveraineté. L'esprit même de l'AES, c'est de travailler dans le sens de la souveraineté. Donc, il n'est pas possible que l'AES, qui n'est donc pas une institution qui a des missions qui sont dictées d'ailleurs, ne saurait être en porte-à-faux avec les décisions prises par les dirigeants de ces trois pays. Donc, ça ne risque pas d'être contradictoire. Ils ne peuvent qu'aller dans le sens des populations. Dans le sens des populations, je parlais des mots ici, en parlant de mots des populations, je faisais allusion à la pauvreté, à l'insécurité, ces mots-là qui minent les sociétés africaines avec au moins 10% du PIB de la sous-région. Peut-on parler de véritable force? Alors, très bonne question. Parce que beaucoup de gens se posent cette question. Trois pays comme ça, qu'est-ce qu'ils représentent? Alors, je vais vous rappeler quand même que la notion de pauvreté, et ce n'est pas redondant ou ce n'est pas une fixation que je fais quand je fais toujours allusion au narratif occidental qu'on ne devrait pas prendre pour parole d'évangile. La notion même de pauvreté, telle que définie par la Banque mondiale, elle est totalement fausse. Et je vous parle en tant que financier, en tant qu'économiste, elle est totalement fausse. Parce que c'est quoi la notion de pauvreté selon la Banque mondiale? C'est dire que quelqu'un est pauvre, un être sur Terre est pauvre, quand il a moins, je crois, $1,90, donc moins de $2 par jour. Ce qui n'a absolument aucun sens et ce qui témoigne à suffisance, s'il en était encore besoin, du caractère indigent de l'intelligence de ces Occidentaux-là. Tout simplement parce que mais vous ne pouvez pas analyser le monde sous le prisme de vos seules réalités. Déjà, le taux de bancarisation, donc le nombre de personnes qui ont des comptes bancaires en Afrique subsaharienne et surtout francophone, ceux qui dépendent du franc CFA, je ne sais pas si ça a déjà dépassé les 20-25%. Ça veut dire que nous sommes dans des pays qui sont essentiellement ruraux en termes d'activité et donc qui ne fonctionnent pas à l'occidental, selon le modèle occidental, c'est-à-dire toujours dans les transactions financières et monétaires. Vous avez des gens, vous et moi, on a des gens dans nos villages, dans nos campagnes, qui ne voient jamais 100 francs, mais qui vivent hyper décemment et bien mieux que beaucoup de personnes en ville. Mais ils ne sont pas dans la logique de l'offre et de la demande, dans la logique du marché. Ils ont leur champ, ils ont leur chasse, ils ont leur environnement, ils ont leur terre et ils vivent en paix. Mais ça, c'est une bonne partie, sinon l'essentiel, de la population africaine, qui n'a donc pas accès au système monétaire et financier, mais qu'on va qualifier comme étant pauvres parce que ces populations-là ont moins de $2 ou alors n'ont même pas un seul dollar par jour. Ça n'a juste pas de sens. Mais ça, c'est juste un volet. Mais quand on parle de pauvreté des trois États, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, mais on veut rigoler. Le Mali, c'est le deuxième ou troisième producteur d'or en Afrique. Le Mali, c'est le pétrole. Le Mali, c'est le cobalt. Le Mali, c'est plus d'1 million et poussière de kilomètres carrés, bourré de richesses. Le Niger, l'uranium seulement du Niger résout le problème de pauvreté au Niger. Mais sauf que, et ça c'est important ce que je vais dire pour que nos téléspectateurs comprennent bien. On nous parle du Niger qui est pauvre. Vous savez très bien que
quand on parle de richesse, on parle souvent des pays dits développés, ça veut dire industrialisés. Mais quand on parle d'industrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire les sociétés qui créent des biens, qui les transforment et qui les vendent, donc qui ajoutent une valeur ajoutée, d'accord? Et qui font donc que le PIB, le produit intérieur brut et le produit national brut du pays augmentent. Et c'est comme ça qu'on mesure la richesse d'un pays. Donc la richesse d'un pays, selon les canons et les officines financières occidentales, se mesure par le PIB, le produit intérieur brut, et par sa répartition par tête d'habitant. D'accord? Mais on a bien vu que ça participe également de l'industrialisation du pays. Mais il n'y a pas d'industrialisation d'un pays s'il n'y a pas d'énergie. Vous allez voir où je vais en venir, c'est très important. Il n'y a pas d'industrialisation s'il n'y a pas d'énergie, puisque les industries fonctionnent avec l'énergie. Et la source d'énergie d'un pays comme la France, c'est essentiellement le nucléaire. Et le nucléaire dépend essentiellement de l'uranium. La France, par sa société prédatrice Orano Areva, tire l'essentiel de sa production et de ses importations de l'uranium du Niger. Plus de 60 à 70%. Mais est-ce que vous savez que le pays qu'on appelle la France, qui est classé parmi les 5 pays les plus riches du monde, donc les pays les plus industrialisés, a une couverture en électricité d'environ 80% et se classe donc parmi les 3 ou 4 pays les plus avec la meilleure couverture en électricité, mais elle tire l'essentiel de son électricité et de son énergie de l'uranium du Niger, qu'elle achetait 1000 fois moins cher que les prix du marché. Donc c'était de l'arnaque, c'était de la supercherie. Mais là où je vais en venir, c'est que le Niger, qui produit l'essentiel de l'uranium de la France, qui fait donc de la France un pays dit développé, a une couverture en électricité d'à peine 15%. Délestage, coupure de courant, ainsi de suite. Est-ce que le Niger peut être industrialisé sans électricité? Non. Ça crée donc la pauvreté qu'on prétend dénoncer au Niger et qu'on prétend vouloir venir secourir. Voilà donc le paradoxe que je voulais présenter. On nous dit que les pays africains sont pauvres, les pays du Sahel sont pauvres, mais toutes leurs richesses du sol et du sous-sol sont spoliées et les populations sont paupérisées par la prédation de l'impérialisme occidental. Non, la notion de pauvreté n'est pas celle qu'on veut nous vendre. La notion de pauvreté est celle qu'on veut nous imposer. Et quand bien même il y aurait pauvreté, ce serait encore le fait de l'ingérence et de la spoliation du fait des pays occidentaux. D'où l'importance de la souveraineté et de la rupture totale avec toute forme d'hégémonie. On aurait voulu aller plus loin dans cet échange, tout en soulignant que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, envisage tourner le dos au franc CFA. Comme vous le savez, ces pays, il va se le dire, hein, vous avez présenté des statistiques ici il y a quelques instants, mais j'aimerais souligner le fait que ces pays sont tout de même fragilisés. Surtout que la plupart des sources de financement de ceux-ci sont aujourd'hui plombées. On a l'exemple de la BDIC qui a bloqué tout investissement au profit du célèbre trio sahélien, le Mali, le Burkina Faso. Et BDIC et le qui Niger. signifie Banque de développement. Alors, je vous pose la question, je vous dis ça pourquoi. Les sources de financement prétendument salutaires pour des pays peuvent être des boulets pour ces pays. C'est-à-dire qu'on peut vous asphyxier par la dette, justement pour vous tenir, et c'est ce qui se passe en Afrique, la manipulation par la dette. Et donc, c'est une très bonne chose que ces pays se coupent justement de ces sources de financement qui sont néfastes et polluantes parce que créent la dépendance et surtout imposent et suggèrent l'ingérence dans ces pays du fait justement de ces financements et de ces dettes qu'on leur impose. Évidemment que ces pays sont fragilisés. Ils sont fragilisés pourquoi? Ils sont fragilisés parce que pendant trop longtemps, ils ont perdu leur souveraineté, qu'ils ont soumise à la puissance extérieure. Et aujourd'hui, il n'y a pas, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On n'a pas dit que tout serait rose du jour au lendemain. Il y a un prix à payer et le prix de la souveraineté n'est jamais trop cher. Il faut le payer au juste moment. Et c'est le moment pour le Mali et pour les États du Sahel de payer ce prix. Et ils ne pourront jamais payer ce prix plus fort que ce qu'ils ont subi
du fait justement des ingérences extérieures. Ils ont connu des coups d'État, ils ont connu, la spoliation de leurs ressources à outrance, ils ont connu la déstabilisation par le terrorisme. Qu'est-ce qu'ils peuvent connaître de pire? Là, quand ils ont touché le fond, du fait justement de cette ingérence extérieure, ils ne peuvent que se relever. De toutes les façons, nous allons attendre les conclusions du dialogue intermalien qui est annoncé à Bamako. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Ça va très vite. En tout cas, merci Audrey. Et j'espère que nous aurons l'occasion de développer encore sur d'autres thématiques. Mais en tout cas, tout ce qui concerne l'Afrique et sa souveraineté m'intéresse. Bien sûr, ce serait un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Une fois de plus, mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous dimanche au prochain pour une autre rétrospective de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.